Nouvelle heure d'information sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La coopération diplomatique ce jour au palais présidentiel. Le vice-président de la République s'entretenait avec les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas. Des échanges axés sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces pays et le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la formation ou encore de la santé. C'est la fin de la 10e édition de la CGECI Académie et du 2e forum de l'Alliance des patronats francophones. Le Premier ministre, à cette cérémonie de clôture, s'est exprimé sur les opportunités de l'espace francophone à valoriser par les entreprises pour fluidifier les échanges, les réalisations et également la création de richesses. Et en référence à ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, nous vous proposons en fin de journal un dossier sur le Centre national d'oncologie et de radiothérapie à la Ouattara, où 1179 patients atteints du cancer du sein ont été pris en charge de 2018 à aujourd'hui. Bienvenue dans ce 23h. Rencontre diplomatique ce vendredi au palais présidentiel. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone s'est entretenu successivement avec les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas. Le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, de l'industrialisation, l'autonomisation des femmes et la formation ou encore de la santé étaient au menu des échanges. Le point de ces rencontres avec Jérôme Kofi Abola. Respectivement ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas, Anderson Blanc et Yvette Daoud ont tour à tour échangé avec le vice-président de la République ce vendredi au palais présidentiel. Selon le diplomate canadien, l'entretien avec le vice-président Tiemoko Melie-Kone s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations bilatérales sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant à divers niveaux. Nous avons échangé sur le fait que notre relation, c'est vraiment personne à personne et ça se définit dans le leadership de la Côte d'Ivoire, le leadership régional, le leadership économique et aussi le leadership en termes lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme, donc l'égalité des genres. On a aussi parlé sur le point de la sécurité, qui est un thème très important pour nous. Et encore une fois, on voit l'Académie de Jacquesville, le leadership de la Côte d'Ivoire et on veut aider, on collabore à ce niveau-là et on veut aller encore plus loin. Donc, on veut vraiment participer, collaborer, des relations gagnantes-gagnantes au niveau économique, mais au niveau aussi de la sécurité, au niveau aussi du développement, que ce soit au niveau des étudiants qui vont aller étudier au Canada, qui vont acquérir des compétences et ensuite revenir faire profiter à la Côte d'Ivoire ces compétences pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Quant à la diplomate des Pays-Bas, elle dit être venue rendre une visite de courtoisie au vice-président. Visite qui, pour elle, a été l'occasion d'exprimer l'intérêt que les Pays-Bas attachent, notamment à la culture du cacao ivoirien, l'un des meilleurs sur le marché. Le vice-président a été gentil de me recevoir en visite de courtoisie ce matin. Donc, je lui ai parlé de certaines choses qui sont importantes pour les Pays-Bas. Je lui ai raconté que nous sommes le premier pays dans le cacao en Côte d'Ivoire. Le cacao d'ici vient chez nous. On a un grand intérêt à travailler surtout aussi avec les producteurs de fèves de cacao. En outre, je lui ai parlé d'un système anti-palu qui a été inventé par une entreprise néerlandaise et testé autour de Waké, qui donne 40% de moins de palu qu'on peut installer dans les maisons. L'ambassadeur des Pays-Bas a par ailleurs ajouté que ce genre de visite est la preuve que son pays reste déterminé à toujours œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Et revenant sur cet événement, l'événement de la semaine dans la capitale ivoirienne, c'était bien la 10e édition de la CGECI Académie, couplée du 2e forum de l'Alliance des patronats francophones, 2 journées dédiées aux entreprises francophones et également aux entrepreneurs des secteurs à fort potentiel. Le secteur privé s'est interrogé sur le type de partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique. Et Alexis Ouedraogo rapporte la cérémonie de clôture à laquelle prenait part le Premier ministre Patrick Hachi, qui s'est exprimé sur les opportunités et perspectives que présente l'espace francophone. On regarde. Pour la cérémonie de clôture de cette 10e édition de la CGECI Académie,
Le pays présente au monde son potentiel économique autour du thème « Investir en Côte d'Ivoire ». On a affaire à un pays qui a une résilience face aux chocs extérieurs et qui est un pays attractif. Santé, commerce, industrie, information, communication, numérique, construction, l'attractivité est notable dans tous les secteurs. Nous sommes un pays relativement jeune. La dynamique urbaine, elle a été surtout renforcée au cours des 10 dernières années. Et donc, il y a encore des besoins relativement importants dans toute la chaîne d'approvisionnement du secteur de la production de bâtiments et de logements. Pour ce qui concerne les infrastructures industrielles, en termes d'opportunités, c'est bon de savoir que sur Abidjan, nous avons une zone industrielle que nous appelons Abidjan PK24 de 1000 hectares. Sur San Pedro, c'est une zone industrielle de 500 hectares. Fekese-Dougou, environ 500 hectares. Yamoussoukro, 750 hectares. Et Bonois, 329 hectares. Donc, pour ces différentes zones industrielles, nous sommes à la recherche des partenaires à travers des partenariats publics-privés, en tout cas pour travailler, pour ceux qui souhaitent en tout cas investir dans ces secteurs-là. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement ont permis d'assurer environ la couverture en électricité de 80% du territoire national. En eau potable, nous sommes à 80% en zone urbaine et 70% en zone rurale. Venez investir en Côte d'Ivoire, un pays stable qui vous offre de l'électricité de qualité, qui offre de l'eau et qui a de belles infrastructures routières. Cette édition de la CGC Academy, tenue de concert avec le Forum de l'Alliance des patronats francophones dénommé REF, aura permis au grand bonheur des participants d'explorer des partenariats efficaces. Le business, entre guillemets, où les affaires sont en marche au sein de l'espace francophone et je m'en réjouis, ça mérite, je crois, une salle d'applaudissements pour tous ces entrepreneurs. Pour le patron de la CGC, la vision est unique, se mettre ensemble pour aller plus loin en vue d'un développement accéléré au bénéfice des peuples. Je tire personnellement de ces 2 jours de travaux 2 principaux enseignements. Le premier est celui de la lourde responsabilité historique que nous avons désormais, nous, entrepreneurs francophones, de faire émerger une vraie francophonie des affaires. Le deuxième enseignement, ensemble, entrepreneurs ivoiriens, africains et francophones de tous les continents, nous irons certainement plus loin pour un développement accéléré, équitable et inclusif au bénéfice de tous nos peuples. Renforcer la compréhension des enjeux du secteur privé, renforcer l'état de droit pour sécuriser les investissements, affirmer une volonté politique forte pour le développement industriel sont entre autres résolutions adoptées. Au moment où nous nous apprêtons à refermer cette 2e rencontre des entrepreneurs de la francophonie, je voudrais insister sur 3 aspects qui me paraissent primordiaux pour le succès de notre entreprise commune. Le premier aspect qui doit irriguer la tonalité de notre état d'esprit, de nos réflexes, de nos axes, c'est le goût de la prise de risque. Le deuxième aspect, c'est l'optimisme. Le troisième et dernier aspect sur lequel je veux insister et qui peut paraître contre-intuitif dans un sommet réunissant des entrepreneurs et l'Alliance des patronats francophones, c'est le rôle dévolu à la puissance publique. Oui, les succès de nos entrepreneurs ne sont et ne seront jamais des succès solitaires. Et ils sauront se multiplier parce que les États de la francophonie sauront les accompagner. La 10e édition de la CGC Academy autour du thème « Quel partenariat pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ?» referme ses portes ce vendredi. Nous parlons à présent du processus de transformation structurelle de notre administration. De grandes réformes sont appliquées au système de gestion des finances publiques, des changements qui nécessitent la mise à niveau des acteurs clés de la gouvernance. Les législateurs, députés et sénateurs sont ainsi formés par la Cour des comptes, un renforcement de capacité pour les membres des commissions des affaires économiques et financières des chambres du Parlement ivoirien. Le rapport de Kader Sogodogo. Des parlementaires outillés et aptes à bien jouer leur rôle de contrôleur des comptes de l'État et voter le projet de loi de règlement. C'est tout le sens du séminaire initié par la Cour des comptes à l'intention des députés et des sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières des différentes chambres.
Le présent séminaire a donc pour objectif essentiel d'amener les membres des commissions des affaires économiques et financières du Parlement à s'approprier le rapport sur l'exécution de la loi des finances et le rapport d'audit des performances des programmes qui accompagnent le projet de la loi de règlement au titre de l'année 2021. Le rapport d'exécution de la loi de finances et le rapport d'audit de performance des programmes sont le centre d'intérêt de cette formation. Un renforcement de capacité qui vient à point nommé. La bonne gouvernance est une réalité en Côte d'Ivoire, rassure Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. En tant qu'acteur majeur du processus budgétaire, nous avons un rôle de premier ordre à jouer dans la mise en œuvre de la volonté du gouvernement de faire de notre pays une référence en matière de bonne gouvernance. Nous devons montrer que la culture du résultat et de la transparence est possible en Côte d'Ivoire et est une réalité pour l'ensemble des acteurs de la gestion des finances publiques. La Cour des comptes pour ce séminaire bénéficie de l'appui technique et financier de Expertise France avec le soutien du projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de la Côte d'Ivoire. Nous nous rendons à présent dans le sud Comoé pour parler du potentiel agro-industriel de la Côte d'Ivoire. Dans la localité de Eania est installée une unité de Palmsi, une usine bordée par d'immenses plantations de palmiers à huile qu'a fait visiter le ministre de l'Agriculture au président de la Banque islamique de développement. C'est une visite dans les champs que rapporte Eugène Toubé. C'est avec plaisir et émerveillement que Dr Mohamed Souleymane Al-Jasser, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Koubena Kwassa Djoumani, a découvert le complexe agro-industriel d'Eania, dans le département d'Abouasso, au milieu d'immenses plantations de palmiers à huile. Nous avons fait tout le process au niveau de la transformation avec les dérivés qui en découlent et nous avons compris que avec le palmier à huile, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Depuis l'extraction de l'huile, en passant par le tourteau qui peut servir également d'alimentation pour les animaux, et puis de l'huile aussi pour le cosmétique. Il y a aussi du tourteau qui peut servir à faire du bio-énergie, donc de l'énergie renouvelable. Une visite découverte guidée à laquelle ont pris part les responsables de la structure, ainsi que le directeur général du conseil EVIAC Palmier à huile et le président de l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile AIPH. La chaîne de production des graines de palme et le processus de leur transformation en huile ont été expliqués aux hôtes. Ils ont également visité les pépinières de palmier à huile et participé à une opération de planting d'arbres aux abords de la relique forestière d'Eania. Le président du groupe de la Banque islamique de développement s'est fait une idée de l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre le changement climatique, moderniser son agriculture et en tirer une plus-value par la transformation des produits qui en sont issus. To see this very impressive plantation. Il a été impressionné par tout ce qu'il a vu sur le plan production, récolte. Il est satisfait de tous les résultats qu'il a vus sous les yeux. Il était aussi ravi de planter un arbre. Il dit que ce type de plantation est un exemple de développement dans le domaine de l'agriculture pour la prospérité des citoyens, de la population et du pays. Les plantations de la Palmsi à Eania représentent à elles seules 11 500 hectares de palmiers à huile. L'unité agro-industrielle installée dans ce village reçoit également les productions de planteurs individuels. Palmsi produit plus de 280 000 tonnes d'huile de palme brute par an. Voilà, les structures étrangères investissent pour le développement économique en Côte d'Ivoire, mais aussi participent au développement social. Et c'est ainsi que le groupe Auchan s'engage dans la politique ivoirienne de formation et d'employabilité de la jeunesse. Cette entreprise de grande distribution, par une convention signée avec l'INPHB, permettra à des jeunes de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Emmanuel Yangoran et Issa Yeo. Cet accord offre une chance aux jeunes diplômés en quête d'un premier emploi. L'objectif étant de se rapprocher le plus possible des populations. Donc aujourd'hui, nous arrivons à une phase importante où nous allons sceller cette collaboration entre l'INPHB et le groupe Auchan. Plus de 50% de notre effectif à moins de 25 ans et quasiment le reste en a moins de 35. Donc on est à fond derrière l'emploi des jeunes.
notre mission, notre ADN, notre projet de sens autour de l'employabilité, des diplômes, la capacité à ce que demain, toute cette jeunesse émergente soit un vrai talent, une vraie fierté pour la Côte d'Ivoire. Kandia Kamara, maire d'Abobo, le ministre du Commerce et de l'Industrie se réjouissent de ce partenariat qui vise à aider la jeunesse ivoirienne. Partenariat qui met à disposition des formations qualifiantes dans des métiers à grande potentialité. Et l'aspect de la formation également est à saluer par rapport à ce partenariat entre l'INPHB et le groupe Auchan, et également à travers l'école de commerce et de gestion, pour pouvoir faire en fait de l'alternance en termes de formation pour ces jeunes Ivoiriens. Mieux, la signature de convention portant sur la licence professionnelle en alternance avec Auchan et l'INPHB sera le début de la formation diplômante de nos jeunes au métier de la grande distribution dans une grande école de référence, l'INPHB. Ainsi, ils pourront être insérés dans le tissu socio-professionnel et se prendre ainsi en charge. Souleymane Tiarasouba a effectué une visite dans le magasin de distribution. Ce supermarché aidera les populations de la commune d'Abobo à accéder à des produits locaux à prix bas. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le mardi 1er novembre 2022, jour de la fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. Le centre de réinsertion des mineurs de la ville de Bouaké a reçu un don de la première dame, un don d'un mini-car. Le récit de la cérémonie de remise par Astotoré. Un véhicule flambant neuf pour le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, don de la première dame Dominique Ouattara. Cette action pour contribuer à la protection des tout-petits tout en veillant à leur bien-être et surtout leur réinsertion dans le tissu social. Ce véhicule également permettra d'assurer la mobilité des pensionnaires. Il y a quelques mois, à la faveur de la journée de l'enfant africain, Madame Dominique Ouattara dotait ce centre d'un véhicule. Ce jour, Madame la Première Dame fait à nouveau la preuve de son immense générosité et de son souci constant du bien-être des enfants en offrant un mini-car au centre de réinsertion des mineurs pour assurer la mobilité de ses pensionnaires. Madame la représentante de la Fondation Children's of Africa, je vous prie de traduire à Madame la Première Dame toute notre gratitude pour ses actions en faveur de la protection des enfants. Vous voudrez également lui faire part de notre détermination à poursuivre à ses côtés le combat de l'épanouissement des enfants. La protection des mineurs est une préoccupation constante du gouvernement. Cette protection, qui revêt plusieurs formes, vise à garantir leur plein épanouissement. Après avoir réitéré ses remerciements à l'endroit de la Première Dame pour ce geste hautement symbolique en faveur des mineurs, le mini-car a été remis des mains du garde des Sceaux à la directrice de la promotion des droits de l'enfant et de la jeunesse. C'est une joie renouvelée pour moi de recevoir ce jour, au nom de ce centre de réinsertion, un tel véhicule. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, ces appuis institutionnels importants au ministère de la Justice ne sont que la résultante de votre leadership et de votre management à la tête de ce département ministériel. Avant de prendre congé, le garde des Sceaux a exhorté les récipiendaires à faire bon usage du présent reçu.
La Côte d'Ivoire est en plein chantier pour l'exécution du plan d'urbanisation et de développement. Pour la prochaine construction du métro d'Abidjan, les emprises sont libérées à 95%. Le ministre des Transports était en visite sur le site. Il s'est entretenu avec les populations impactées et a annoncé de nouvelles mesures pour la mise en œuvre du projet. Mamadou Kwasi. Les travaux de construction du métro d'Abidjan démarrent effectivement à la mi-décembre 2022. Mais avant, le ministre des Transports est sur le site déjà libéré pour la réalisation du projet. Une visite à bord d'une draisine qui lui a permis de se rendre compte des travaux réalisés avant la date butoir du 30 novembre 2022. Quasiment à plus de 95%, les emprises ont été libérées. Donc je voudrais remercier l'ensemble de nos compatriotes, toutes nos équipes qui ont travaillé sur ça. C'est un pas déterminant donc, qui est en train d'être posé. Évidemment, quand on aura finalisé un certain nombre d'études qui sont encore en cours, que vous avez dû constater tout à l'heure, on pourrait modifier, ajouter encore quelques bâtiments, mais rien de grave. Donc on peut considérer que les délais pour la libération des emprises seront tenus. Seuls quelques 145 ménages impactés par le projet dans la commune de Port-Boué restent à déguerpir. Le ministre Amadou Kone a saisi l'occasion de son passage dans la commune pour échanger avec ces populations. Elle réclame une révalorisation du coût d'indemnisation estimé à 45 millions de francs CFA par ménage. Au moins, on n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le ministre des Transports rassure les populations sur les différents délais. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. Il ne reste pas grand-chose. Tout s'est bien passé un peu partout. Tout le monde a coopéré, les entreprises, les ménages, tout le monde a coopéré. Et qu'il faut qu'eux aussi, donc à leur niveau, pour ceux qui sont concernés, coopèrent. Donc ils ont jusqu'au 10 novembre pour finir donc, les négociations. Parce que nous avons 2 à 3 semaines de démarches administratives pour payer les indemnisations. Ceux qui ne viendront pas vont pas non plus bloquer le projet alors que des milliers donc, de personnes ont déjà été déplacées. Ils ont jusqu'au 30 novembre donc, pour régler donc, leur situation. Passé ce délai, nous sommes obligés de libérer totalement l'emprise. L'opération de déguerpissement de l'emprise du métro d'Abidjan a démarré le 20 août 2021. Une opération qui touche plus de 10 000 personnes d'Aniama à Port-Boué pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. On fait à présent le point sur la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce 28 octobre 3 cas de Covid-19, 9 nouvelles guérisons. Et également, ce pays compte encore 23 cas actifs. À cette date, au moins 20 657 704 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire dans le cadre de la campagne vaccinale de lutte contre la Covid-19. Je vous propose à présent un dossier sur un fléau de ce siècle, le cancer. Nous parlerons particulièrement du cancer du sein, des combats quotidiens du Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara. De 2018 à cette année, 1179 personnes atteintes du cancer du sein ont été suivies dans ce centre. Et ce soir, nous vous éclairerons sur le processus de prise en charge des cas de cancer de sein au CNRAO, l'accès aux soins et le fonctionnement de ce centre. On regarde. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer du sein n'est plus un drame. C'est la devise portée par le gouvernement. Une devise que ces quelques 150 employés du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO s'attellent à mettre en pratique quotidiennement. Ce centre offre la majorité des traitements spécifiques au cancer du sein, au nombre desquels la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui utilise des molécules qu'on met dans les perfusions, qui passent par perfusion et qui vont détruire les cellules du cancer.
C'est dans cette salle de 8 box que se déroulent les séances de chimiothérapie. En moyenne, 40 patients sont reçus ici par jour. Sur les murs sont gravées des phrases de motivation, de quoi booster l'espoir de ces patients déjà éprouvés physiquement, moralement et surtout financièrement par la maladie. Beaucoup de patients qui viennent ici qui n'ont pas vraiment les moyens. Et quand on leur dit que le CNRAO permet aux patients de commencer leur traitement, même s'ils n'ont pas l'argent, et donner la possibilité aux patients de payer à leur rythme, c'est un grand soulagement. Les facilités de paiement du CNRAO, Rachel en a bénéficié. Diagnostiquée à 27 ans d'un cancer du sein, elle suit ses séances de chimiothérapie sans aucune bourse conséquente. D'abord, tu tombes malade parce que tu entends le coup. Tu retombes malade lorsque tu ne peux pas payer. Mais là, on te dit que tu peux. Tu peux même te soigner. Et puis même si ça va mettre 2 ans, ça va mettre 3 ans, tu payes un peu à ton rythme. Mais ça ne fait que te guérir. Comme Rachel, des centaines de femmes atteintes du cancer du sein ont été prises en charge au CNRAO, bien que n'ayant pas la totalité du montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022 s'élève à 2 416 millions de francs CFA, tous subventionnés par l'État. Un autre dispositif mis en place pour soulager les victimes du cancer, l'unité de radiothérapie. C'est cet appareil qui permet de faire les traitements de radiothérapie. On l'appelle un appareil de VMAT. À l'heure actuelle, c'est la technique de radiothérapie la plus avancée. Ça permet de faire un traitement en tenant compte de la forme de la cible à irradier. Ce plateau technique a réussi à convaincre Madame Moustapha. La quinquagénaire, touchée par le cancer du sein en 2017, envisageait se rendre au Maroc pour sa radiothérapie. Un projet qu'elle abandonne finalement en se tournant vers le CNRAO. Le coût au Maroc est plus élevé pour la radiothérapie d'abord. Vous allez payer le billet, vous allez payer l'hôtel, vous allez vous faire accompagner par quelqu'un. Je ne regrette en rien de ne pas aller au Maroc pour me faire traiter, pour faire la radiothérapie. Parce qu'au CNRAO, ici, tout est complet. Outre les méthodes spécifiques de traitement du cancer du sein, le centre instaure des soins d'accompagnement. Au premier rang, l'assistance psychologique. Vous savez, le sein, il est symbole de féminité. Il est aussi symbole de maternité, mais il est aussi symbole de sexualité. Alors, lorsque cet organe est touché, c'est toute l'identité de la femme qui est touchée. Elle se dit qu'elle n'est plus une femme. C'est la raison pour laquelle nous écoutons ces personnes, nous essayons de comprendre quelles sont leurs angoisses pour pouvoir les accompagner avec le soutien psychologique. La pathologie affecte bien souvent le physique des malades. Cette cabine, baptisée la Maison Rose de la Beauté, est justement implantée pour les maintenir en beauté. Nous voulons leur faire comprendre que la vie n'est pas terminée, qu'elles fassent des soins de beauté, des soins de peau, des nettoyages de peau, manicure, pédicure, bref, tout ce qu'on fait dans un salon de beauté, nous l'avons à disposition ici, c'est pour elles et ça leur permet justement de savoir qu'elles ne sont pas terminées et de revaloriser leur estime de soi. Il y a de cela 2 ans, Madame Moulard, affectée par la maladie, perdait ses cheveux en raison de la chimiothérapie. Sa chevelure reprend du volume grâce à la trichologie. J'ai oublié que j'étais malade. J'ai une tête, je me coiffe normalement, j'ai refait des dreads parce que c'est ce que j'aime. Et je me dis que ça va pousser, ça sera encore plus long. J'ai l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Et avoir l'espoir de voir ses cheveux pousser, c'est qu'on a l'espoir aussi de savoir qu'on va guérir de la maladie. 1179 cas de cancer du sein sont traités au CNRAO depuis son ouverture le 25 janvier 2018 au 31 mars 2022. À ce jour, des médicaments anticancéreux sont octroyés gratuitement aux patients par l'État de Côte d'Ivoire. Ces médicaments-là permettent qu'on ne peut pas tuer une cellule, de la faire dormir. Et tant qu'une cellule du cancer dort, elle n'est pas dangereuse. Prestations de qualité, plateau technique de pointe, accessibilité financière, autant de facteurs qui font aujourd'hui la renommée du CNRAO. En 2020, on dénombrait 3306 cas de cancer du sein en Côte d'Ivoire. À ce jour, la prise en charge du cancer s'élève à 3,5 milliards de francs CFA, dont 2,4 milliards pour les particuliers non assurés et 1,1 milliard de francs CFA de prise en charge institutionnelle à 100% délivrés par l'État. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre centre de radiothérapie est en voie de finition à Grand Bassam. Le message à l'endroit des populations reste le même, se faire dépister tôt afin de gagner le combat contre le cancer du sein.
Voilà, c'est un dossier sur le travail remarquable qu'assure le Centre national d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara. Chaque jour, ce centre accompagne médicalement et psychologiquement les malades du cancer et particulièrement toutes les femmes atteintes du cancer du sein. C'est un dossier réalisé par Khalil Diomandé et commenté par Jean-Marc Djadji. L'opération de révision de la liste électorale démarre bientôt pour les Ivoiriens de l'étranger. Elle est prévue se tenir du 26 novembre au 10 décembre prochain. La CEI, en préparation à cette opération, installe des représentations diplomatiques et sensibilise sur l'importance de cette étape dans le processus électoral. L'étape du Gabon est rapportée par Moussa Konaté. La commission électorale indépendante à Libreville, la délégation conduite par Émile Ebrouti, est dans la capitale gabonaise pour installer le bureau de la commission électorale des représentations diplomatiques du Gabon et former les 8 commissaires locaux sur la révision de la liste électorale qui se déroulera du 26 novembre au 10 décembre prochain. Au thème de l'élection du bureau, Issoufou Diaby, Serge Kinampina et Konan Denis Dobolé sont élus respectivement président, vice-président et secrétaire. Au cours de leur formation, Émile Ebrouti a rappelé aux commissaires locaux le caractère indépendant et l'importance de leur mission. Les commissaires qui ont été installés sont l'émanation des partis au pouvoir, des partis de l'opposition et de représentants de monsieur l'ambassadeur. Évidemment, quand vous devenez commissaire, vous devez couper avec votre mandat. Parce que vous ne pouvez pas être commissaire et en même temps servir un mandat. Et je précise que leur mission est juste pour la durée de l'activité. Donc quand on aura une autre activité, on reviendra pour installer une nouvelle commission. Cette commission qui est installée, elle est installée pour la révision de la liste électorale. Après cette séance de formation, le commissaire de la CEI s'est entretenu avec la communauté ivoirienne résidant au Gabon. Émile Ebrouti leur a rappelé leur devoir citoyen, celui de participer à l'opération de révision de la liste électorale. Pour ce faire, il faut être détenteur d'une carte consulaire ou d'une carte nationale d'identité ivoirienne ou d'un passeport biométrique ivoirien. Sont concernées par la révision de la liste électorale les personnes déjà inscrites sur la liste et désireuses de changer de lieu de vote ou de modifier leurs informations personnelles et les personnes âgées de plus de 18 ans non inscrites sur la liste électorale. Sur le sujet de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, l'atelier de validation de la stratégie nationale de réconciliation et de la cohésion est à son terme. Y participaient des partenaires techniques et des partenaires financiers du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Après les rencontres, un manuel de stratégie pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire a été élaboré pour Kwasi Okon-Lambertin, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ce manuel aidera les populations ainsi que son ministère à mieux s'approprier la notion de paix. Sur la francophonie, la secrétaire générale de l'organisation internationale, Louise Mouchikiwabo, a effectué une visite de travail en Côte d'Ivoire, une visite de 48 heures. Au menu, elle a échangé avec la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. C'était jeudi 26 octobre 2022. Et ces échanges ont porté sur le 18e sommet de la francophonie qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, et aussi l'état de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution internationale de la francophonie. Voilà, nous achevons ici ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur RTI.